Bienvenue à tous. Organisation des élections pour février 2022 et relations avec les partenaires militaires, le gouvernement de transition du Mali face à des choix décisifs. Le Premier ministre Choguel Maïga a évoqué la possibilité d'un report des élections prévues dans 5 mois, ce qui ouvrirait la voie à une prolongation de la transition. Pour lui, l'essentiel, c'est d'organiser un scrutin crédible, sans contestation, sur la base d'un agenda issu des assises à venir, alors que la CEDEAO reste intransigeante sur la tenue de ces élections à la date prévue. Le Premier ministre Maïga a aussi profité de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies pour dénoncer ce que Paris qualifie de réorganisation de sa présence militaire dans le Sahel, alors que pour Maïga, c'est un abandon en plein vol. Ceci alors que des négociations entre Bamako et le groupe paramilitaire russe Wagner sont évoquées. Quelle approche sécuritaire pour le Mali et ses partenaires? Quelles peuvent être les implications d'un report des élections? Réponse avec nos invités. Depuis la révélation d'un probable contrat entre la République du Mali et la société militaire russe Wagner, Bamako fait l'objet de pressions de la part de ses partenaires, particulièrement Paris, qui menace de rappeler ses soldats. Mais les dirigeants de la transition refusent de plier. L'une des raisons qui pousse Bamako à explorer des partenaires, c'est la décision unilatérale de la France de lâcher Bamako en plein vol, selon les propos de Choguel Maïga à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Des propos qui ont eu des échos à Bamako, la capitale malienne. Un reportage sur place de Mokhtar Bari. Les propos tenus à New York par le Premier ministre malien ont été salués à Bamako. Ces discours qui a irrité Paris semblent avoir plu aux Maliens lambda. Ils ont d'ailleurs accueilli Choguel Maïga par un bain de foule mardi soir à l'aéroport Modibo Keïta Sénou de Bamako. Choguel Maïga a fait un discours responsable, un discours pour les peuples africains, un discours pour les peuples maliens et un discours dont nous attendons. Parce que nous savons que Choguel, c'est un homme qu'il faut pour le Mali nouveau que nous cherchons, appelé ici en Bambara communément Mali Koura. Moi, je partage les idées du Premier ministre Choguel Maïga parce que la France nous a abandonnés en plein vol, parce que la France est là il y a 10 ans de cela, mais jusqu'à présent, on n'a pas satisfait de leur rendement par rapport à la sécurité de notre pays. La peur a changé de camp. Nous ne sommes plus à l'époque de Thomas Sankara, ni à l'époque de Modibo Keïta. Aujourd'hui, quand un dirigeant malien parle, c'est la France qui a peur. À l'époque, quand un dirigeant malien parlait, c'est le Mali entier qui avait peur. Aujourd'hui, nous sommes avec Choguel, nous le soutenons à 200%. Et nous sommes derrière lui. Le discours de Choguel Maïga est salué par une frange de la population. Une autre frange voit dans son message comme une manœuvre dilatoire pour faire durer la transition. Un discours qui a pratiquement tourné sur 2 axes. Le premier axe, c'était à la limite une plainte en disant quand même que la France avait lâché le Mali en plein vol. Et le second, c'était bien évidemment pour essayer de façon très subtile de parler d'une éventuelle prorogation de la date des élections. Et je vous avoue, en tant qu'acteur bien sûr sur l'échiquier, que je trouve que ce n'était pas opportun d'aller tenir de tels discours devant les Nations Unies. Et que l'objectif final de tout ce théâtre demeure la prolongation de la transition. Parce que quand on regarde tout ce qui a été dit, d'abord en 2012, nous avons sollicité l'arrivée des Français. Vous êtes d'accord avec moi? Et regardez comment Choguel a commencé son allocution. Il n'a pas commencé par une introduction. Il est rentré directement sans remercier d'abord le président. C'est ce que ces gens ont fait pour nous. Tu vois, donc rien ne sert, c'est-à-dire, au fond, ce n'est pas le problème actuel des Maliens. Le Premier ministre malien a été accueilli par le président de la transition Assimi Goïta dès son retour de New York. Au même moment, une attaque terroriste faisait 5 morts et d'importants dégâts sur l'axe Bamako-Kaï. Autant se rappeler le défi sécuritaire auquel fait face l'équipe de transition, alors que Barkhane adopte une nouvelle posture dans la région. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako. Voilà, merci beaucoup Mokhtar. Et à présent, nos invités pour le débat.
À Bamako, nous avons Sékou Tangara, journaliste, directeur d'Africable et toujours dans la capitale malienne de Skype, Boubacar Aïdara, analyste politique, docteur en sciences politiques. Et ici aux États-Unis, précisément à Houston, Aristide Sidibé, analyste politique. Merci à tous d'être avec nous. Alors, Boubacar, Bamako n'a toujours pas ouvertement confirmé un quelconque accord avec le groupe privé Wagner, alors que l'information sur ces discussions, au moins, est confirmée par le chef de la diplomatie russe. Pourquoi, selon vous? Bon, je crois déjà qu'il faut un petit peu revenir au facteur de l'appel de Wagner au Mali qui a été annoncé par Choguel. Les raisons pour lesquelles Choguel pense qu'il faut... il n'a pas prononcé le mot Wagner, mais il a dit d'autres partenaires. Il a parlé d'un lâchage en plein vol de Barkhane, de la France. Et on a vu que les autorités françaises ont tout de suite dénoncé cela en disant que ce n'est pas vrai. Mais quand on regarde un peu la chronologie des choses, on peut comprendre pourquoi Choguel a tué ce type. Alors, les autorités françaises l'ont dit, la lettre de l'ambassadeur Mali qui a été publiée aussi et qui avait été adressée aux autorités, que la transformation de Barkhane avait été lors du sommet de N'Djamena en février 2021. Voilà. Mais dans la même lettre, on voit que les autorités françaises passent rapidement de cette date de février 2021 tout de suite à la visite de France le 20 septembre. Donc on voit tout de suite que l'annonce de Macron, ça tombe vraiment comme une surprise. D'accord. Alors, Aristide, Paris a mal digéré ces propos et la CEDEAO s'est déjà prononcée contre l'engagement de ce qu'elle appelle des forces de sécurité privées. Comment les autorités de la transition doivent-elles gérer leurs différences sur cette question avec leurs partenaires régionaux et occidentaux? Bien, merci M. Dia. Et moi, personnellement, je suis un peu sceptique quant à l'arrivée de la société privée russe Wagner. Et je pense que, en réalité, la communauté internationale a sous-estimé les dirigeants de la transition militaire. Moi, je vois que, en réalité, il y a 4 choses que le Mali a accomplies déjà avec cet effet. La première, c'est que, avec cette annonce, l'effet de cette annonce, aucune décision d'utilisation des troupes de la MINUSMA ne sera unilatérale au Mali. Ça, c'est établi maintenant. La deuxième, la France, dans ce verbiage diplomatique, a concédé que le Mali peut nouer des partenariats avec tout le monde, étatique ou non étatique, sauf la société russe. Ce qui est quelque chose de majeur parce qu'il y a d'autres sociétés qui peuvent venir. La troisième, c'est que le Mali a montré qu'elle ne souscrit pas à la pertinence de la force Takuba qui est en gestation. Et enfin, le discours de Choguel a montré que le statu quo n'est plus acceptable pour le Mali. Et ça, pour moi, pour répondre directement à ta question, la CEDEAO ne peut rien faire dans ça. J'ai été sur votre plateau il y a quelque temps, je l'avais dit, et aujourd'hui, on est à ce niveau. Et justement, Sékou, pourquoi une autre force étrangère est forcément la solution face à l'insécurité dans le nord et le centre, alors que les troupes françaises et la MINUSMA sont présentes sans que la situation ne s'améliore, Sékou? Vous êtes avec nous, Sékou? Je crois qu'on a dû on a perdu. Je vous pose la question, Boubacar. Pourquoi forcément une autre force étrangère si les forces étrangères ne semblent pas être en mesure de faire face, en tout cas de régler le problème sécuritaire? Boubacar? Oui, j'avais beaucoup de mal à vous entendre. Est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Nous avons quelques soucis. Je crois qu'on va essayer de régler ça. Vous m'entendez, Boubacar?
Je demandais pourquoi forcément une autre force étrangère, alors que la Barkhane est là, la MINUSMA est également là, sans qu'on ne puisse régler la situation sécuritaire. Oui, alors parce qu'en fait, il y a beaucoup d'observateurs qui ont dit, qui l'ont soutenu par des arguments, que la dimension strictement militaire n'était pas la mieux à même de régler le problème sécuritaire malien. Voilà un sujet qui est très fâcheux et qui oppose la France au Mali. Les Maliens, dans leur grande majorité, et aussi les autorités maliennes, ont voulu entreprendre des pourparlers avec des groupes armés djihadistes. Voilà. Les autorités maliennes, elles se sont heurtées à l'opposition radicale de la France qui ne veut pas en entendre parler. Alors, nous avons des villages ici qui subissent le blocus des djihadistes. Encore aujourd'hui, on vous parle, il y a des villages qui sont totalement sous blocus djihadiste. Jamais la force militaire n'est parvenue à libérer ces villages du joug de ces groupes djihadistes-là. Il se met en place des pourparlers initiés par des responsables locaux, des responsables religieux. Et partout dans ces villages, on a vu que ce type de dialogue a permis au moins d'atténuer les difficultés qui pesaient sur ces villageois-là. Mais en aucun cas, la force militaire n'a permis de ramener la paix. Et récemment, ce type de dialogue s'est officialisé avec une initiative du ministère de la Réconciliation nationale avec à sa tête Ismaël Ouagé, qui est passé par l'entremise du Haut Conseil islamique pour débloquer la situation dans le village de Farabougou. Et je crois d'ailleurs que c'était cette immixtion du pouvoir de Bamako dans ce type de dialogue qui avait poussé Emmanuel Macron à dire que le Mali était en train de basculer dans l'islamisme radical et il avait ainsi mis fin il avait suspendu les opérations conjointes entre Barkhane et les forces armées maliennes. D'accord. Donc, beaucoup de Maliens ne comprennent pas pourquoi la France s'oppose à ce type de dialogue, alors qu'on sait très bien que ça peut permettre de débloquer un peu la situation. D'accord. Je crois qu'on a Sékou Tangara au téléphone maintenant. Alors Sékou, je vous pose la question. En décidant d'évoquer cette question de la présence militaire française et de sa réorganisation, comme on le dit du côté de Paris, comment on l'appelle en tout cas du côté... Quel est le message que le Premier ministre voulait lancer à la communauté internationale en décidant d'évoquer cette question à la tribune des Nations Unies? On peut dire que le Premier ministre du Mali a tout simplement été le porte-parole des millions de Maliens, même des millions de Sahéliens, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont au Burkina Faso, au Mali ou au Niger depuis quelques mois. Il y a ce sentiment, pas anti-français, mais anti-élyséen, anti-macronien, qui pense que la France n'est pas là pour les populations, parce que c'est important rapidement de rappeler le contexte dans lequel la France est intervenue au Mali en 2013. C'était pour deux objectifs. Le premier, permettre à l'État malien d'étendre sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, y compris à Kidal. Mais le second, c'était de stopper l'avancée des colonnes djihadistes qui filaient un peu vers le sud. Le premier a été atteint par Serval, mais une fois aux portes de Kidal, l'armée malienne a été cantonnée à Anefif, à 90 km de Kidal. Et à ce moment-là, la France s'est mise avec le MNLA qui avait des velléités sécessionnistes contre l'État du Mali. Donc pour moi, pour la plupart des Maliens, le diagnostic a été mal posé à ce niveau-là et 8 ans après, on est dans ce statu quo-là. Quand vous réalisez un micro-trottoir dans n'importe quelle rue de Bamako, de Niamey ou même de Ouagadougou, le sentiment comme quoi la France fait cavalier seul, la France n'est pas là pour les populations, la majorité des intervenants de ce micro-trottoir vont penser exactement comme le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui pense que le Mali a été trahi et par la France et par la MINUSMA. Et comment est-ce que certains partenaires de l'accord d'Alger, comme la CMA, pourraient réagir à tout cela? Bon,
la CEMA a réagi, hein, la CEMA a réagi, mais la réaction de la... Oui, mais la réaction de la CEMA, c'est pas loin de celle de la France, mais objectivement, la CEMA, c'est le MNLA, c'est le HCEA, tout le monde sait que le MNLA avait été défait, que ses dirigeants s'étaient même exilés à Ouaga et à Niamey, mais elle a été ressuscitée par cette même France. Donc tout ce qui est entendu aujourd'hui de la part de la CEMA, c'est exactement les condamnations qu'on entend de la part du Quai d'Orsay ou des autorités françaises. Mais moi je pense que... Oui. Je vais aller rapidement parce qu'on doit aller en pause. Alors Aristide, comprenez-vous quand même les arguments de ceux qui pensent qu'en matière de sécurité, il serait plus approprié de collaborer avec des États plutôt qu'avec des entités privées? Bon, M. Dia, moi, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai fait des écrits dessus. Nous sommes parmi ceux qui ont toujours dit que c'est l'armée malienne qui doit faire ce travail, mais on a empêché cette armée, comme mon collègue Tangara vient de le dire. Cette armée a été cantonnée sur son propre territoire. Et vous êtes dans un pays où ça fait 8 ans, par exemple, qu'on prétend former cette armée. Et cela voudrait dire qu'on doit remettre en cause non seulement la qualité de cette formation, la qualité d'équipement de cette formation. On a intentionnellement mis l'armée malienne dans ces conditions. Donc, pour moi, ce débat de partenariat c'est un faux débat. Et le Mali va faire ce que le Mali doit faire. Et la France ne fait que payer ces erreurs stratégiques qu'elle a fait en créant cette situation à Kidal et en imposant un accord d'Alger qui codifie le féodalisme au Mali. Les Maliens ne vont pas accepter cela, M. Dia. D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Loseni Keita Akai nous dit « Le report des élections va s'imposer d'elle-même car en termes de sécurité, il est impossible de tenir les élections. Mais ce qu'on reproche à Choguel, c'est le forcing qu'il est en train de faire. Sans un minimum de consensus, les réformes politiques seront difficiles. » Abdourahmane Darayawa est à Niamey, au Niger. Il nous dit « L'approche sécuritaire des autorités de Bamako est une insulte même à l'égard des forces de défense de la République du Mali. Un pays souverain et responsable ne peut pas traiter avec des mercenaires. On aurait souhaité que les autorités du Mali signent un accord de sécurité avec la Russie elle-même. » Et puis Edine Beremo à Bangui en Centrafrique nous dit « Une transition prolongée ne comporte aucun risque pour le Mali si les autorités actuelles associent la société civile dans le processus. Par ailleurs, les Russes vont stabiliser le Mali. » Voilà, c'est donc quelques réactions de téléspectateurs. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Le Premier ministre de transition du Mali a fait sa première apparition devant la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies le week-end dernier. En marge de sa visite, Choguel Maïga s'est entretenu avec notre collègue Dili Diko. Voici un extrait de l'entretien où il est question de préalable avant la tenue d'élections que la junte malienne veut crédible et non contestée. Il faut tenir compte des réalités du terrain.
Comme le disent les militaires, la mission est sacrée, mais c'est le terrain qui commande. Cette date, elle est impérative, mais les réalités du terrain au Mali décident du délai réel. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ne pas être hors délai. Et pour être beaucoup plus précis, nous avons dit à nos partenaires de la CEDEAO que nous tiendrons en fin octobre les assises nationales de la refondation, à l'issue desquelles nous pourrons décliner toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour aller aux élections, parce que la première fois, la date a été fixée à partir des principes. Il ne faut pas plus de 18 mois de transition, mais je pense que les partenaires ont ignoré un élément fondamental. Le changement au Mali n'est pas le résultat d'un coup d'État subitement intervenu. Il y a eu des soulèvements populaires pendant des mois, avec des revendications précises qui ont abouti au changement de régime. Les militaires n'ont fait que parachever en réalité pour éviter le chaos. Ces soulèvements populaires partaient des résultats contestés des élections, partaient de la lutte contre l'exigence de justice et de lutte contre l'impunité, l'exigence de réformes politiques et institutionnelles. Et donc, pour ne pas tomber encore dans une contestation des élections, nous devons faire beaucoup attention. Nous avons la réalité et la responsabilité de conduire le peuple malien à des élections apaisées. Et donc, c'est ce qui nous guide, c'est créer les conditions pour ne pas tomber dans une autre contestation qui peut conduire à un autre soulèvement, un autre coup d'État avec une transition à n'en pas finir. Et en dehors de cela, nous n'avons aucun autre souci. C'est pour cela que nous disons que d'ici la fin des assises, nous reviendrons à nos partenaires avec des dates beaucoup plus précises. Et je suis certain qu'on pourrait se comprendre. Voilà, et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. À Bamako, Sékou Tangara, journaliste et directeur d'Africable, toujours dans la capitale malienne. Boubacar Aïdara, analyste politique, docteur en sciences politiques. Et à Houston, ici aux États-Unis, Aristide Sidibé, analyste politique. Alors, Sékou, le gouvernement de transition du Mali bénéficie-t-il là aussi d'un soutien populaire concernant un éventuel report, selon vous? Oui, on peut le dire sans crainte, parce que à chaque fois que cette question est posée, les Maliens se renvoient à l'histoire. Ils demandent à ce qu'il faut qu'on aille interroger l'histoire. Parce qu'en 2013, on se rappelle un certain propos, un François Hollande qui avait par exemple affirmé qu'il sera intraitable sur la date des élections, sur la tenue des élections. On a tenu les élections présidentielles législatives, mais 7 ans après, ça a été le renversement du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et aujourd'hui également, on est en train de ressortir cette recette-là, qui infantilise un État comme s'il ne peut pas décider par lui-même, en fixant des délais, en s'en tenant au fétichisme de la date. La question qui mérite d'être posée aujourd'hui, que les Maliens se posent, c'est: avons-nous besoin d'une transition de délai ou d'une transition réussie? Tout le monde est d'accord que pour mettre un pays sur les rails, qui mieux qu'une transition qui n'a pas de base électorale, qui n'a pas d'intérêt partisan, qui mieux qu'une transition pour amorcer des réformes et mettre le pays sur les rails? Le cas du Ghana est régulièrement évoqué au Mali, le cas de Jerry Rawlings. Donc la question, le Mali a-t-il besoin d'une transition réussie ou d'une transition de délai? D'accord, mais Boubacar, on a vu des partis comme le Parena ou le parti socialiste Yelen Koura qui ne semblent pas emballés par l'idée d'un report. Il y a aussi la coalition pour une transition réussie qui s'est prononcée contre un report. Est-ce que pour vous, c'est tenable la date du 27 février? La date du 27 février ne me semble plus tenable, en raison donc du fait que le processus... Mais vous comprenez les griefs de ces partis? Absolument. Et d'ailleurs, c'est en lien avec ça me semble être en lien avec cette question de Wagner. Alors, cette question de Wagner qui oppose aujourd'hui le Mali à la France, dans cette question, nous sommes en pleine politique internationale. Mais politique internationale qui prend
pied sur des politiques internes aux deux pays. Et de la même manière qu'Emmanuel Macron s'adresse aux Français en transformant Barkhane, c'est une manière pour Emmanuel Macron de venger la mort des soldats français qui sont morts ici, parce que Barkhane qui devient Takuba n'aura que l'objectif d'anéantir, de neutraliser, comme ils le disent, les chefs djihadistes. Alors, c'est la période électorale, on est proche de la période électorale en France, donc Macron s'adresse à son électorat. De cette même manière, les autorités politiques maliennes s'adressent aussi à leur population. Alors, la question qui a lieu aujourd'hui au Mali, c'est report ou pas report. Donc, face à cette question de report, on a trois camps. Nous avons la communauté internationale qui ne veut pas en entendre parler. Nous avons une grande partie de la classe politique malienne qui ne veut pas en entendre parler. D'ailleurs, c'est une des rares fois que nous voyons la classe politique malienne réunie autour d'un objectif commun. D'ailleurs, aujourd'hui, je lisais encore dans la presse que 70 partis politiques prévoient de marcher si les élections ne sont pas tenues dans le délai initial. Donc voilà, les militaires, il leur reste quoi maintenant face à la communauté internationale qui n'en veut pas et à la classe politique qui n'en veut pas? Il leur reste le soutien populaire. Et ce soutien populaire, ils sont en train de le chercher. Ils sont en train de le chercher en séduisant donc les populations. La question de Wagner, Sékou Tangara vient de vous le dire, c'est une question qui séduit beaucoup les Maliens. Voilà, il suffit de poser la question effectivement dans les familles, dans les grains, dans les rues. Ça séduit beaucoup. Donc, on suscite cette question Wagner. Et aussi, il n'y a pas que la question Wagner. Il y a une autre question qui suscite l'engouement des populations, qui est la lutte contre la corruption, auquel les autorités politiques sont actuellement lancées. Donc, et vous, Aristide, êtes-vous convaincu par les arguments du gouvernement de transition? Je connais déjà votre position sur la CEDEAO qui continue d'insister sur l'organisation de ces élections en février. Mais est-ce que vous êtes convaincu par les arguments du gouvernement? En fait, M. Dia, moi, la communauté dite internationale ne fait que être incohérent, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous vous souvenez, sur vos antennes, je l'avais dit à l'époque que cette date artificielle de 18 mois ne va pas être tenue. Et je voudrais dire qu'en réalité, ce que mon collègue Haïdara a dit par rapport à la majorité de la classe politique, peut-être il se trouve que lui il est au Mali, mais moi j'ai une différente lecture de cela. Ceux qui s'opposent à cela sont ceux qui ont géré ce pays-là. Ce n'est pas la majorité de la classe politique. Ça c'est un fait. Deuxièmement, et j'ai l'habitude de le dire, il y a une transformation générationnelle au Mali. Et ceux-là qui ont géré le pays ces 30 dernières années et qui ont été à la solde de la France n'ont aucune crédibilité au Mali. Aucune. Donc, on est face à une situation où l'Occident, ou la communauté internationale, doit faire un choix. C'est-à-dire laisser l'éclosion de ce changement générationnel qui veut s'exprimer et qui ne sera pas arrêté. Donc, le train a déjà quitté la gare. C'est à la France de décider si elle va être dans ce train. D'accord. En tout cas, malheureusement, le temps passe très vite. Je promets que nous allons revenir sur cette situation au Mali. Malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci énormément à mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, également à travers nos télépartenaires sur le continent. Je remercie également toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.